Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Mozabytes. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Antoine Fabre, qui est le CEO de Tomorrow. Tomorrow, c'est une plateforme qui aide à intégrer l'IA dans la gestion de contrats. Merci beaucoup Antoine d'être parmi nous. Merci pour l'invitation et ravi de discuter de ce sujet avec toi aujourd'hui. Pour commencer, est-ce que tu pourrais peut-être te présenter, présenter ton parcours et l'activité justement de Tomorrow? Avec plaisir. Donc Antoine, j'ai 31 ans. Je suis un des trois cofondateurs et CEO de Tomorrow. Avant ça, moi je suis originaire de Toulouse. Où j'ai un parcours en école d'ingé, donc originaire de Toulouse, évidemment passionné par l'aéro et le spatial. Donc j'ai fait mes premières armes là-dedans, mais en fait je suis tombé complètement passionné par la tech à côté de mes études où j'ai fait pas mal de projets entrepreneuriat. Donc si tu veux, c'est un peu comme ça que j'arrive dans l'écosystème tech il y a 8 ans, en 2017 maintenant. Et je rejoins une startup en tant que product manager qui s'appelle Crème de la Crème, où je vais passer quasiment 3 ans et rencontrer un de mes associés. Et donc depuis 5 ans, bah, comme tu disais, cofondateur de Tomorrow. Et donc Tomorrow, c'est un SaaS de gestion de contrat. Donc on permet aux entreprises de gérer tout ce qui touche à leur contrat, de la génération, en passant par la signature jusqu'au suivi et l'archivage de leur contrat, sur une seule plateforme qui est collaborative et bien sûr assistée avec l'IA. Donc ça, on va pouvoir en parler plus amplement aujourd'hui. Et peut-être quelques chiffres. Donc là, on est une soixantaine de personnes. On vient de lever 25 millions d'euros. On recrute 60 personnes cette année pour doubler notre équipe. Et on a un peu plus de 250 clients, principalement en France. Et tu vois, nos clients, donc ce sera intéressant pour l'échange, c'est des entreprises de quelques centaines de salariés à quelques milliers de salariés, majoritairement. Génial. 5 ans, donc vous avez été créé là, il y a 5 ans. Il y a 5 ans, la Gen AI existait pas ou peu. L'IA par contre était déjà bien présente et d'ailleurs beaucoup d'acteurs dans le monde de la legal tech se servaient déjà de l'IA. Je suppose que du coup le produit d'il y a 5 ans était pas le même qu'aujourd'hui. Comment vous avez fait justement pour intégrer ces nouvelles technos à un produit qui était déjà assez mature? C'est un super point parce que effectivement, quand nous on arrive sur le marché en 2000, fin 2019, début 2020, et le premier produit qu'on construit à ce moment-là, en fait, on doit se poser pas mal de questions parce que, comme tu te dis, t'as les acteurs qui sont sur le droit en 2020 dans ces eaux-là. En fait, ils sont un petit peu obnubilés par déjà des sujets d'IA sur l'extraction de données. Donc, le constat, c'est les entreprises, elles ont plein de contrats qui sont en papier, digitalisés, et aujourd'hui, en fait, on a besoin de consolider cette donnée pour pouvoir mieux la suivre dans un outil. Donc, tu vois, les acteurs, quand on fait un peu l'état des lieux du marché en 2020, euh, mais ils essayent de faire de l'IA pour aller extraire de la donnée. Les résultats, ils sont pas très probants. Donc nous, on hésite entre est-ce qu'on doit faire ça, est-ce qu'on doit faire en fait une solution plus de workflow, tu vois, qui va venir opérer tout, toute la vie du contrat, comme je te le disais, de la génération, la négo, la signature, le suivi, l'archivage. Ou est-ce qu'on fait de l'IA? Parce qu'évidemment, on est trois à ce moment-là, on peut pas tout faire, donc on doit choisir. Et bah, tu vois, on va vraiment se tourner vers la deuxième option, qui est de se dire en fait, si on fait le workflow, si on devient l'outil central qui opère les contrats, mais en fait, dans le futur, ça va nous ouvrir des opportunités. Donc, à ce moment-là, on n'est pas du tout en train de se dire il va y avoir une révolution technologique sur l'IA avec la Gen AI qui va arriver. Mais on se dit, en fait, si on fait ça, bah, demain, on vient gérer tous les contrats, donc on a beaucoup de flux, beaucoup d'informations, et ça nous ouvrira beaucoup d'opportunités et on aura un peu le champ libre. Donc, on va vraiment bosser là-dessus pendant 3-4 ans avec cette idée, ok, bah, du coup, notre mission, c'est faire le produit, le meilleur produit pour la collaboration sur du contrat, en interne et avec mes co-contractants. Donc ça, c'est ce qu'on fait. Et en 2023, quand tu as la Gen AI qui arrive, évidemment, à ce moment-là, tu vois, ça rebat les cartes. Et là, tu te dis, ok, là où initialement, j'avais en fait une grosse barrière technologique pour faire à la fois du workflow, un produit qui fait du workflow et de l'IA, bah, en fait, aujourd'hui, ce frein, il vient de sauter et j'ai la capacité d'aller apporter de la valeur avec cette techno très vite, sans profil vraiment très spécifique. Tu vois, nous, on a eu un précurseur en interne qui est Lad, qui est un des premiers devs qui est arrivé chez nous, qui a vachement bossé sur ces sujets très tôt, qui a fait nos premières features. Et c'est un peu comme ça, en fait, qu'on a commencé à faire des POC, à l'intégrer assez basiquement au début dans le produit. Tu vois, comme on est un éditeur de contrat, les premières features, c'est de l'aide à de la reformulation, génération, des features comme ça, assez simples. Et je sais pas, peut-être on aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard, mais aujourd'hui, en fait, on est sur des cas d'usage beaucoup plus poussés où on est en train de créer un système qui révise les contrats pour toi automatiquement, basé sur tes habitudes de négociation. Et donc, en fait, sur les 2 dernières années, voilà un peu
comment on a bossé le sujet. On a commencé très simple. On a beaucoup bossé pendant 2 ans sur le produit qu'on a sorti enfin qu'on a vraiment sorti et commercialisé à partir d'octobre dernier. Et aujourd'hui, on est dans une phase où en fait là, on a encore d'énormes opportunités qu'on est en train euh, de d'adresser. Ok, hyper intéressant. Euh, Justement, en termes d'équipe, donc vous aviez un développeur qui était intéressé par le sujet et qui a commencé à lancer des initiatives. Comment vous avez fait pour le reste de l'équipe? Est-ce que vous avez formé justement à l'IA? Est-ce que vous avez au contraire recruté des profils dédiés à la transformation du produit et donc à l'intégration de ces nouvelles features? Comment ça s'est passé d'un point de vue interne? Il y a plusieurs sujets en un, si je les reprends un par un. Donc, effectivement, nous, initialement, on a quelqu'un en interne qui, en fait, s'est spécialisé là-dessus, donc avec un parcours de software engineer, mais par contre, qui a beaucoup bossé sur ces sujets et qui a un peu pris l'ownership technique de ça. Important aussi d'avoir en tête que la head of product, le CTO, sont aussi très proches de ces sujets-là. Tu vois, ça fait partie des sujets qui sont cochés comme stratégiques et sur lesquels ils sont proches. Et même moi, en réalité, je reste assez proche de ces sujets. On a recruté, tu vois, plus de monde pour étoffer l'équipe aussi d'un point de vue IA. Et après, en termes d'organisation, tu vois, sur le deuxième point, on a testé pas mal de choses en fait. Au début, donc c'était une équipe qui faisait tout de A à Z. Tu vois, donc il y avait une nouvelle feature, je dis n'importe quoi. On veut faire maintenant, on veut permettre la synthèse d'un contrat. Donc ça te génère un résumé du contrat en fonction de qui tu es, du type de contrat, tout ça. Bah, tu vois, les premiers orgas qu'on a testés, c'est bon bah l'équipe IA en fait, elle fait tout de A à Z. Donc elle gère à la fois la brique techno sur l'IA, mais aussi la brique expérientielle, tu vois, le front, le back, enfin tout. Et, euh, et ça, c'est quelque chose vers quoi on est un peu revenu. Aujourd'hui, on a une organisation qui est beaucoup plus distribuée, où en fait, la squad AI, elle vient nourrir les autres squads, et elle vient vraiment se focaliser sur la brique techno. Donc, tu vois, typiquement, la brique de résumé, si je reprends mon exemple, et plus du tout les sujets de comment je l'affiche le résumé dans le produit, où est-ce qu'il s'intègre, toute la partie front, expérience. En fait, c'est plus l'équipe IA qui s'en occupe, c'est bah, la squad en charge de la négociation, en l'occurrence, qui vient collaborer avec la squad AI pour intégrer, tu vois, cette brique techno dans l'expérience de négociation globale de la plateforme. Et en fait, je pense que c'est intéressant comme orga, et du coup, là, on grossit sur ce modèle-là. Donc, on recrute plus de monde dans cette équipe. Aujourd'hui, on a 2 ingés dédiés, on en recrute 4. Et on recrute aussi en produit, tu vois, pour avoir un product manager dédié sur ces sujets qui construisent une vraie vision technique sur ce point. Et je pense que c'est intéressant, et peut-être que j'aurai un avis différent dans un an. Mais aujourd'hui, j'ai la sensation qu'en fait, ça nous permet d'être très véloce sur bah, ces sujets d'un point de vue technique. Et aussi en fait de l'intégrer de la meilleure des manières dans l'expérience du produit. Tu vois, tu disais au début on a un produit mature, comment est-ce qu'on intègre ça dedans? Et pour moi c'est un vrai sujet qui est on n'est pas là pour en fait ajouter de l'IA sur le flow actuel. On est là pour en fait réimaginer le flow avec l'IA au cœur au cœur de ce dernier. Et en fait pour faire ça, bah, les meilleures personnes pour le faire, c'est les équipes qui bossent sur la négociation depuis le début. Bah, eux, tu vois, ils vont vraiment avoir un avis extrêmement poussé et pertinent sur comment est-ce que tu peux intégrer du résumé de contrat dans le flow actuel ou l'adapter. Pareil pour, tu vois, la recherche. On a fait pas mal de trucs. Bah, c'est la squad que nous on appelle Core, qui a le meilleur avis pour savoir comment est-ce que tu peux créer une expérience de recherche la plus impactante et la plus simple par rapport à la manière dont tout est articulé. Donc aujourd'hui, c'est comme ça qu'on est structuré. Et je trouve que c'est bon, tout n'est pas parfait, je pense, mais évidemment, on est là pour continuer à itérer sur notre orga et progresser là-dessus. Ah, intéressant de parler justement de effectivement de la structure des équipes. Tu me disais que vous aviez beaucoup grossi, ou en tout cas vous avez eu beaucoup de demandes en fin d'année dernière sur justement ce nouveau, grâce à ces nouveaux produits et à cette nouvelle feature que vous avez sorti. Comment tu fais quand justement t'as une forte demande qui nécessite aussi d'avoir une itération très rapide sur votre produit, alors qu'on est sur des technos qui sont pas encore 100% fiables ou pas encore 100% simples à apprivoiser. C'est quoi un peu votre manière justement de dérisquer les features ce que vous allez sortir, votre process pour mettre en prod justement et valider que ce que vous mettez en prod est bien production ready? Euh, Super sujet.
Je pense que déjà, nous, on a vu le sujet d'un prisme stratégique qui est, euh, certes, on a beaucoup de demandes, mais en fait, il faut qu'on instaure des fondations sur ce qu'on est en train de construire. Et la fondation, c'est la donnée. Donc, tu vois, les premières fonctionnalités sur lesquelles on a travaillé, c'est toutes les fonctionnalités qui tournent autour de comment est-ce qu'on permet à nos utilisateurs de structurer plus de données, enfin, tu vois, d'extraire plus de données de leur contrat, de la structurer et de s'assurer qu'elle est constamment à jour. Tu vois, donc vraiment, les premiers, euh, le premier produit Oro qu'on lance en octobre dernier, il est articulé autour de ça. Et c'est de l'extraction de données avec un taux de précision il y a un an qui était de 50% et qui est de 95% à la fin d'année. C'est du résumé de contrat basé justement sur cette info. C'est du chat avec le contrat pour, tu vois, aller comprendre quels sont les éléments importants que les gens cherchent dans les typologies de contrat. Et tout ça, pareil, basé sur la structuration de la donnée. Et du chat aussi global. Tu vois, donc en fait, dans Tomorrow, tu peux poser une question à l'ensemble de tes contrats. Dis, est-ce que, vas-y, combien de contrats renouvellent le mois prochain? Est-ce que tu peux me les lister et me donner les informations clés de ces derniers? Donc, on a vraiment construit les briques une par une. Donc, première étape, 2024, c'était ça le focus. C'est, OK, on se focalise sur la donnée pour avoir le plus de données possible, permettre au client d'en extraire un maximum, qu'elle soit précise et qu'elle soit à jour. Donc, on a construit là-dessus. Et je pense, ce que tu disais est vrai. Tu as un vrai enjeu de confiance, en fait, autour de tout ce que tu fais sur ces sujets, parce que, bah ouais, les premières itérations que tu vas lancer, elles sont loin d'être pertinentes. Tu vois, si on compare janvier 2024 à décembre 2024, c'est le jour et la nuit sur toutes ces features dont je viens de parler. Donc, nous, notre stratégie, ça a toujours été de se dire, en fait, on fait des bêtas. Tu vois, et sur tous ces produits-là, on fait des bêtas. On bosse avec les entreprises qui ont envie d'être dans la bêta, qui sont complètement conscientes que c'est pas parfait, mais qui sont hyper demandeuses parce qu'en fait, elles voient la valeur que ça va leur faire gagner dans leur quotidien. Donc, on fait de la bêta, on améliore. Et après, tu as un stade où c'est pertinent de commercialiser, de le rendre accessible à tous. Et ça, tu vois, ça va dépendre des fonctionnalités, mais là, sur, je pense, l'extraction de données, à mon avis, on l'a rendu public et commercialisable quand on devait être aux alentours de 85%, tu vois, en octobre, et on a continué à bosser dessus, 85, 90, puis 95%. Donc ça, la stratégie, elle est la même, et même sur quoi on travaille aujourd'hui, on applique le même procédé. Comme tu le disais, vous étiez initialement une plateforme SaaS pendant plusieurs années avec un modèle qu'on connaît bien en France d'abonnement mensuel potentiellement à l'utilisateur avec un prix fixe. Sur l'IA, ce qui impacte grandement les coûts, c'est notamment les coûts de run et le nombre de tokens qui vont être utilisés. Comment vous faites aujourd'hui pour transformer justement ce produit et ce business model en intégrant justement cette nouvelle donnée qui a des coûts de run qui viennent se rajouter à beaucoup classiques. C'est un super point. Nous, on a opéré un grand changement sur notre pricing de manière générale cette année, où en fait, aujourd'hui, l'élément principal qui va définir ton pricing, c'est la volumétrie de contrat que tu vas opérer sur la plateforme chaque année. Nous, nos clients, ils sont engagés par an, un an minimum. Donc en fait, l'élément qui définit ton prix, c'est le nombre de contrats que tu fais chaque année sur la plateforme. En fait, il se trouve que c'est hyper aligné avec bah, la proposition de valeur qu'on vient ajouter avec l'IA. Parce que grosso modo, tu vois, nous, la manière dont on a construit le pricing, c'est de se dire combien de fois est-ce qu'un utilisateur va effectuer cette action avec l'IA? Donc combien de tokens pour cette action va être consommé par contrat. Donc en fait, on a essayé de ramener chacune des features qu'on a construit avec les LLM en disant combien de fois est-ce qu'elle va être exécutée par contrat et de se dire bon bah du coup une boîte qui fait 500 contrats par an, en fait nous il faut qu'on price environ ça pour tel montant pour justement marger et suffisamment amortir et aussi pouvoir encaisser une utilisation accrue en cas de je sais pas d'exception. Donc nous tu vois on a vraiment eu cette approche initiale qui est de se dire ok combien ça va nous coûter si on se dit un résumé, en gros, par contrat, on va avoir 5 résumés qui vont être générés. Tu vois, donc vraiment une approche de la sorte. Donc on a une approche de coût. Et après, donc nous, on vient le vendre en complément aujourd'hui. Tu vois, c'est pas forcément notre vision. Notre vision, elle est clairement de se dire, en fait, fin d'année, ça sera intégré dans nos plans. Et on va revaloriser l'ensemble des plans parce que, en fait, c'est un élément central dans le produit. Et donc, c'est plus un complément. Ça l'était en 2024.
Et en fait, sur 2025, ça va changer et ça va être un élément central. Donc, aujourd'hui, on est en train d'apprendre la valeur que ça apporte à nos clients en essayant de le vendre justement en complément. Ça nous permet d'estimer, tu vois, est-ce qu'ils sont prêts à payer 100, 200, 300, 400, 500 euros par mois pour utiliser ces fonctionnalités-là. Et tout en sachant voilà, que fin d'année, on va opérer ce changement. Et j'avais un dernier point pour ça, c'est, tu vois, le message qui est aussi envoyé à nos équipes, c'est sincèrement le coût aujourd'hui, c'est pas notre priorité. C'est le job en fait des éditeurs de modèles de faire en sorte que les coûts soient divisés par 5 tous les ans, parce que c'est là-dessus qu'ils vont être aussi plus en plus challengés et devront être compétitifs. Donc nous aujourd'hui on fait pas un focus sur le coût. Tu vois, notre métier, notre enjeu, c'est faire de la qualité, faire des features les plus pertinentes pour nos clients et pas trop se sourcer. Évidemment on garde un œil dessus, tu vois, mais c'est pas il faut pas en faire une contrainte, sinon ça va nous ralentir dans l'innovation. Intéressant. On discutait avec Sylvain Grande de Payfit il y a 2 semaines qui disait exactement la même chose. Et même, Ahmed, le CPO de Photoroom, qui nous disait le coût, on le regarde pas tant que ça parce que ça a forcément, ça a déjà beaucoup baissé, ça va beaucoup baisser via les éditeurs de modèles qui vont faire beaucoup d'efforts là-dessus. Donc, Et, et, hyper intéressant. et peut-être pour rebondir, en fait, c'est nous, on va être jugé par nos clients sur la qualité de ce qu'on est capable de délivrer avec ces fonctionnalités-là, tu vois. Et si demain, tu as un concurrent qui est moins bon sur ces fonctionnalités, mais qui est moins cher, et ben en fait, je reste persuadé que nos clients, ils resteront avec nous parce que ils sont prêts à payer plus cher pour quelque chose qui leur apporte beaucoup de valeur et en quoi ils ont confiance. Donc, j'ai pas non plus la sensation, tu vois, que ce soit un élément vraiment problématique d'un point de vue externe pour nous si jamais, tu vois, on était amené à répercuter des hausses de coûts demain. Donc complètement aligné avec ça en fait. Intéressant, on a pas mal discuté du coup sur comment vous avez fait ce shift produit. Ce serait quoi tes principaux learnings de l'année dernière justement après un an à itérer, à transformer un petit peu le produit vers un produit qui intègre nativement des fonctionnalités d'IA? Bah, ça, c'est un premier point. Tu vois, pour moi, c'est déjà bien donner le contexte sur quels sont nos enjeux. Nos enjeux, ils sont pas sur les coûts. Tu vois, donc important pour les équipes de sortir cette contrainte de l'esprit de se dire, ok, ben, j'ai en fait un champ plutôt libre pour aller tester, créer et améliorer demain. Et donc ça va avec mon deuxième point qui est, en fait, il faut que tu designes une orga où les ingés qui bossent sur ces sujets, en fait, ils aient une totale liberté et une capacité à essayer un maximum de choses sur lesquelles demain on peut itérer. Donc, moi, je pense ça, c'est fondamental que les gens aient bien le contexte, les enjeux et une latitude pour essayer, parce qu'on est au début encore, tu vois. Et deuxième, c'est ce que je te disais aussi sur l'organisation d'équipe au début de l'interview. C'est en fait comment tu mets en place une orga où tu arrives à un peu tirer le meilleur parti des deux. C'est-à-dire avoir des gens qui vont devenir experts sur comment leverager cette techno pour avoir des résultats ben, les meilleurs possibles rapidement. Et d'autres personnes qui soient focus sur, OK, en fait, comment cette techno, cette brique-là, ce module, je viens l'intégrer dans un environnement plus global qui est ton produit. Et donc, à quel point j'ai besoin de rechallenger carrément mon interface pour l'intégrer ou est-ce qu'en fait c'est facilement intégrable sur telle partie du produit? Tu vois, par exemple là, on a complètement réimaginé la manière dont tu révisais un contrat en Tomorrow pour justement faire place à la brique de révision de contrat autonome. En fait, c'était assez fondamental de se dire que quelque chose que tu fais 100% manuellement aujourd'hui et pour lequel tu vas être assisté demain, ben, en fait, c'est pas la même interface. Et donc, on a complètement repris l'interface de zéro. Et ça, pareil, tu vas aussi donner en fait l'opportunité à tes équipes et leur dire, on n'est pas là pour faire juste un petit module qu'on va rajouter par-dessus la négociation de contrat. Si on veut faire quelque chose d'excellent, et ben en fait, il faut qu'on aille dans le détail et il faut qu'on ait la possibilité et l'opportunité, en fait, quasiment de repartir d'une feuille blanche, et de se dire à quoi ressemblait la négociation de contrat si Tomorrow démarrait aujourd'hui, tu vois. À quoi ressemblerait notre produit si Tomorrow démarrait aujourd'hui. Euh, donc ça, je pense, c'est les learnings. Et, euh, et voilà, et après évidemment mesurer, tu vois, encore plus suivre l'adoption, le repeat, à quel point les gens réutilisent tes fonctionnalités derrière, parce que tout le monde est curieux aujourd'hui. Mais ce qui a vraiment de la valeur, c'est à quel point les gens reviennent, tu vois. Donc nous, c'est magnifique, mais sur les features qu'on lance,
bah, tu vois que de mois en mois, les gens reviennent, de plus en plus de gens l'utilisent et je pense qu'il n'y a pas un mois depuis le début de la vraie bêta, tu vois, avant l'été 2024, où on n'a pas fait mieux que le mois précédent en termes d'usage sur toutes nos fonctionnalités d'IA. Donc il y a encore beaucoup de travail, mais tu vois, voilà, on est vraiment dans une démarche où en fait chaque mois, on fait beaucoup mieux que le mois dernier, que ce soit en termes d'usage, en termes d'expérience, en termes de qualité. Et voilà, donc je pense que c'est plus un sujet enfin, le cœur du sujet, à mon sens, il est vraiment organisationnel. Enfin, les principaux learnings que j'aurais, tu vois, ils sont organisationnels sur comment tu fais en sorte que ce sujet devienne central dans ta boîte, dans ton produit, et pas juste un side project qu'on fait. Et en fait, c'est le même, c'est la même question pour tout. Tu vois, là, on lance l'Allemagne cette année, mais en fait, c'est le même sujet. C'est comment tu fais pour que le lancement d'un nouveau pays soit pas juste le sujet des gens qui vont lancer ce nouveau pays, mais un sujet global au niveau de la boîte. Voilà, et après, vraiment aligné avec les équipes sales, les équipes customer. Tu vois, je pense qu'on a bien fait quand on a commencé à commercialiser en octobre et qu'on a signé 25% de nos clients en 2 mois sur ce produit-là. Bah, c'est que les équipes client-facing, elles ont été formées euh, constamment sur la nouvelle feature. Mon chief of staff, qui était un peu honneur de ce sujet, il est monté sur des meetings. Lui, c'était un peu l'expert IA, tu vois, il montait sur des meetings où il y avait besoin de pitcher vraiment en détail. Et en fait, c'est comme ça qu'on est allé construire le succès. On a vraiment aligné toute la boîte autour de ce projet et je pense le plus beau succès sur ouais, les 12-18 derniers mois. Ouais, bah, hyper intéressant. C'est toujours intéressant de parler des succès, c'est aussi intéressant de parler des échecs. Ouais, Est-ce qu'il y a, tu vois, quelque chose que vous avez fail, c'est un grand mot, mais tu vois, des choses que vous avez lancées ou vous avez buté pendant un petit moment avant de réussir à craquer la chose. Ouais, c'est quoi potentiellement le plus gros challenge de l'année dernière d'un point de vue peut-être plus produit? je pense que le plus gros challenge de manière générale pour moi sur ces sujets, donc il y a évidemment la partie technique. Tu vois, c'est évident, mais quand tu es un software comme nous sur du contrat avec énormément de données, comment est-ce que tu vas l'interpréter et faire en sorte que l'output il soit le plus pertinent? Ça, c'est un sujet qu'on aura tout le temps. Je pense le sujet sur lequel on a vraiment fail et changé un peu notre manière de bosser, c'est justement l'intégration dans le produit, tu vois. Ou à mon avis, au début, je trouve qu'on avait beaucoup trop cette vision de on va ajouter ça par-dessus le produit. Et en fait, ça marchait pas. Ouais. C'est-à-dire que c'était pas intégré dans la manière dont les gens utilisent le produit, c'était pas, tu vois, exploité quand ils en avaient besoin. Et donc ça, en fait, je pense que c'est le vrai sujet, c'est bah, comment est-ce que qu'on a gommé, tu vois. Mais aujourd'hui, quand tu dis à tes équipes et que on rechallenge toute l'expérience de négociation, c'est parce qu'on est arrivé à cette conclusion qui est de se dire en fait, on a lancé des features, les gens ils les ont utilisés une fois et après ils ont trouvé que ça leur apportait pas de valeur parce que bah tu vois, il y avait des sujets techniques sur lesquels on devait progresser, mais aussi parce que on n'avait pas suffisamment réfléchi dans le détail à comment est-ce que cette nouvelle proposition de valeur devait s'intégrer dans la customer journey sur le produit Tomorrow, tu vois. Et ça, c'est fondamental, en fait, je pense, parce que, euh, tu vois, moi, ma définition de ces features-là, c'est, en fait, tu dois pas avoir à cliquer pour avoir de la valeur. Tu vois, quand tu révises le contrat, ben, le jour où on apportera un maximum de valeur, c'est quand tu ouvriras la nouvelle version que tu viens de recevoir et que tout aura été pré-révisé pour toi. Là, on est au stade où on te fait des recommandations et donc c'est trop bien. Tu vois, on te fait des recommandations basées sur des habitudes, mais il y a encore du travail manuel. En fait, on aura vraiment réussi le jour où on aura quelque chose de fort, cette feature, le jour où tu arriveras, tu ouvriras la nouvelle version, tout aura été pré-révisé, tu auras un résumé qui te dira voilà ce qui a changé, voilà ce qu'on a révisé pour toi, et qui te dira on t'attend sur ces 4-5 points qu'il faut que tu ailles regarder. Tu vois, et là, on aura vraiment quelque chose de Ouais. extrêmement avancé techniquement et extrêmement bien intégré dans le produit, qui pop quand on a besoin, qui fait ce que tu aurais fait à ce moment-là. Et donc la proposition de valeur, elle est incroyable. Donc je pense que c'est ça, tu vois, on a fait des features avec insuffisamment d'adoption parce on avait juste pensé delivery et on n'avait pas suffisamment in- inclus ça. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que sur des produits qui sont pas encore des produits anciens ou très larges, c'est finalement peut-être plus simple de faire en sorte de transformer un peu le produit pour l'intégrer nativement. Si tu prends des produits de licorne ou encore plus gros, des énormes logiciels, euh,
ça risque d'être difficile pour eux de réussir à faire en sorte que l'IA soit pas des features on top, mais qu'elle soit complètement intégrée dans le parcours naturel. Est-ce que tu penses que justement sur les verticales qui sont dominées par des acteurs majeurs, type des CRM avec Salesforce, bon, on a vu les Tech aussi avec Deal, Payfit, etc. Est-ce que tu penses que sur ces marchés où tu as des acteurs qui dominent, mais avec des produits qui commencent déjà à être vraiment très très matures, est-ce que c'est un vrai risque pour eux, ce qui est en train d'arriver sur l'IA, parce que ils auront du mal à pivoter pour intégrer nativement l'IA à leurs produits? Mais ce qui est certain, c'est qu'ils vont intégrer nativement de l'AI, tu vois. Là-dessus, il y a pas de sujet. Par contre, c'est certain que c'est une vraie opportunité pour de nouveaux acteurs d'émerger. Alors, tu vas pas aller compéter avec un Salesforce en un an, mais c'est certain que si demain, tu as un CRM où tes sales passent deux fois moins de temps dessus et où la précision de ce qui est renseigné, c'est mieux, bah, la proposition de valeur, elle est dingue. Donc, c'est certain qu'en fait, ça ouvre des brèches et des opportunités d'aller challenger des acteurs qui sont là depuis longtemps. Euh, Néanmoins, je pense il faut être aussi sincère. Ces boîtes-là, elles ont beaucoup de ressources et évidemment qu'elles vont investir massivement dessus pour se mettre au niveau, qu'elles vont faire des acquisitions aussi pour pas être dépassées. Donc, je pense il y a une vraie opportunité, en tout cas, de faire émerger des gros acteurs et très vite sur ces différents marchés. Après, voilà, je m'attends aussi à ce que les mastodontes ils redoublent et ils redoublent d'efforts et qu'ils réagissent pour pas se faire dépasser, quoi. Forcément, c'est sûr. Euh, une autre question sur les challenges que vous avez pu avoir. Vous traitez des données assez sensibles vu que c'est des données contractuelles. Euh, Comment vous faites justement pour rassurer vos clients sur la confidentialité des données? C'est un sujet dont on a beaucoup parlé l'année dernière quand le sujet de l'AI était assez peu mature. Maintenant, ça commence à être compris qu'il y a des manières de garder de la donnée confidentielle avec l'IA. Mais sur des données sensibles comme les contrats, je suppose que c'est des challenges enfin, des retours qu'on a dû souvent vous faire. Comment vous répondez à à ce retour-là? Mais en fait, on y répond comme on y répondait il y a 4-5 ans quand on a démarré, c'est-à-dire, en fait, ce sujet, il a toujours été là pour nous, parce que tu l'as dit, on tout fait au contrat, donc en fait, la question de la donnée, elle est centrale depuis le début, tu vois, c'est ce qui nous a amené à structurer une équipe sécurité quand on était que 25. C'est un des sujets clés pour Sébastien, le CTO et fondateur de la boîte. Si on parle un peu dans les détails, tu vois, ben, évidemment, aujourd'hui, nous, on est sur Azure, donc OpenAI est hosté sur Azure, donc qui est certifié sur le RGPD. On s'assure évidemment que les données d'un client ne viennent pas entraîner des modèles qui servent à d'autres clients. Donc en fait, il y a tout un tas d'éléments de base qu'on a mis en place. Et aujourd'hui, tu vois, les sujets qu'on a en tête et enfin, je parle même pas tu vois, de la certification ISO. Enfin, évidemment, tous ces trucs qu'on a fait tôt dans la vie de la boîte. Encore une fois, parce que notre marché l'exige et qu'on n'aurait pas pu faire autrement. Et tu vois, aujourd'hui, par contre, je pense qu'on a un vrai intérêt à aussi. Donc, on travaille avec OpenAI. Tu vois, on a commencé avec eux, on a itéré en utilisant OpenAI. Et aujourd'hui, tu vois, je pense qu'il y a un vrai sujet de comment tu proposes aussi une option alternative à tes clients, plus souveraine, avec du Mistral, où si on est un peu réaliste, tu vois, aujourd'hui, on a fait des tests avec Mistral, c'est un peu moins bien qu'OpenAI. Donc, en termes de qualité et d'attente côté client, on n'a pas les mêmes résultats. Par contre, je pense que c'est quelque chose vers lequel il faut qu'on aille, tu vois, de permettre aux clients de se dire, bon, bah, est-ce que vous voulez utiliser nos features qui marchent excellemment bien avec OpenAI, donc vous aurez les meilleurs résultats parce qu'en fait, elles ont été conçues avec OpenAI, ou est-ce que vous voulez quelque chose de plus souverain parce que c'est important pour vous, parce que votre industrie ou je ne sais quoi. Voilà, on les a pas autant éprouvés sur Mistral, donc vous n'aurez pas les mêmes résultats qu'avec un OpenAI. Par contre, ça sera excellent aussi. Donc à vous de choisir, tu vois. Et ça, c'est quelque chose vers lequel on tend aussi pour laisser en fait les clients décider entre quelle est leur priorité sur tout ça. C'est intéressant. Et si on parle justement potentiellement des challenges clients, euh, avec toute l'évolution et l'arrivée des agents, notamment des agents verticaux sur qui viennent justement digitaliser certains métiers ou en tout cas impacter la productivité de certains métiers, il y a un challenge évident qui est la réticence de certains opérationnels à l'arrivée de ces outils avec le sentiment potentiellement d'être remplacés.
toutes les boîtes AI communiquent sur le fait d'être des copilotes de ces opérationnels. Euh, Est-ce que ça, c'est bien compris par les opérationnels que vous rencontrez, ou est-ce que vous avez encore ces challenges et ces craintes d'être remplacés par ces nouvelles technologies? Bah, forcément, ça fait toujours un peu peur, je pense, quand le sujet n'est pas creusé suffisamment en profondeur. Néanmoins, tu vois, le personnage juridique, ça va faire écho avec ce que je disais en introduction. En fait, il est confronté à ces sujets d'IA depuis le début, depuis longtemps, tu vois. Je pense qu'il y a un autre élément à avoir en tête qui est les départements juridiques qui sont toujours sous-dimensionnés dans les boîtes. C'est-à-dire, tu pourrais doubler leur taille, il y aurait encore du travail pour tout le monde. Donc eux, ils voient vraiment l'opportunité de se dire, si je reprends l'exemple que je t'ai donné sur la révision de contrat, si demain tu leur dis, bon ben, tu vois, là tu viens de recevoir une nouvelle version de contrat qui a été modifiée par ton tiers, il y a 100 modifications, moi je t'en ai pré-traité 90, voici le résumé de ce que j'ai fait sur ces 90. Si tu veux aller checker, tu peux le faire. Et après j'en ai mis 10 de côté, qui sont les points qui me semblent les plus critiques et sur lesquels j'ai besoin d'avoir ton avis. Bah ça en fait, c'est incroyable. Et c'est vraiment vers ça qu'il faut qu'on aille. En fait, c'est pas l'un ou l'autre. C'est vraiment de dire, bon, bah, aujourd'hui, l'IA et ce qu'on est en train de construire aussi, parce que tu vois, tu disais verticaliser, c'est une techno qu'on a verticalisée sur le droit, sur le contrat. On maîtrise, en fait, cette manière de travailler. Bah, on va créer ce duo, ce tandem qui va permettre aux juristes de travailler finalement sur les sujets les plus palpitants, ceux sur lesquels il va vraiment avoir un impact stratégique pour la boîte, les contrats les plus stratégiques, ou alors les 10 éléments du contrat les plus stratégiques, et déléguer le reste à la techno qui en fait est entraîné dessus, qui a vu ces différentes négociations par le passé que lui a réalisé. Donc ouais, en fait, moi je suis assez convaincu que c'est évident qu'on va vers là, et c'est assez enthousiasmant de voir que justement les départements juridiques ils sont vachement preneurs de ça parce que autrement, si tu veux, c'est un goulot d'étranglement qui ralentit la signature des nouveaux clients, qui ralentit la signature des fournisseurs, qui ralentit la signature des nouveaux partenaires. Ouais. Et donc, il a aussi besoin que bah, d'aller plus vite dans son quotidien et d'avoir vraiment une assistance. Je comprends, ouais. Enfin, évidemment aligné avec toi là-dessus. Ça m'intéresse d'avoir ta vision sur les chiffres que communiquent des cursors, des Lovable, des Bolt. Parce que tu me disais tout à l'heure que vous vouliez doubler l'équipe TEP et recruter 60 personnes dans l'année qui vient. On a vu beaucoup de communication sur effectivement Bolt, Lovable, Cursor qui ont fait plusieurs dizaines, voire centaines de millions d'ARR avec des équipes de 20-30 personnes. Est-ce que pour toi c'est un mythe parce qu'ils surfent sur une tendance de marché, mais il y a très peu de barrières à l'entrée et ça va vite se faire attraper et c'est pas scalable? Ou est-ce que c'est vraiment le vrai futur du SaaS de monter enfin, c'est le vrai futur du B2B, de monter des produits qui sont capables de faire des centaines de millions d'ARR avec des teams de moins de 100 personnes? Je pense que tu as des ovnis. Très sincèrement, je pense que tu as des gens qui arrivent avec un momentum de marché excellent, avec une idée excellente et une exécution qui est parfaite, et ça crée des boîtes comme ça. Tu vois, c'est pas les trajectoires, enfin c'est plus rapide que des boîtes comme Slack, mais tu vois, dans notre industrie et sans ces sujets d'IA, tu as des boîtes comme Deal qui sont allées aussi vite. Donc en fait, je pense que c'est une question de si tu arrives à un moment extrêmement précis de l'histoire avec une exécution parfaite sur un cas d'usage qui là aussi s'y prête vachement bien, tu vois, si on prend Cursor. Je sais pas si ça serait applicable sur le contrat, de par vraiment la complexité qu'il y a derrière le contrat. Donc je pense pas que demain, en fait, ce soit le standard du SaaS. Je pense que peut-être que tu vas avoir de plus en plus de cas comme ça qui vont se produire, mais j'ai du mal à penser que la majorité des SaaS se construisent comme ça. Et en fait, même, euh, je trouve ça assez impressionnant. Et je trouve qu'il y a aussi quelque chose qui a beaucoup de saveur dans le fait de grossir un peu moins lentement que ça. C'est qu'en fait, tu comprends, t'apprends aussi, tu vois. Et quand tu passes de 0 à 100 millions d'ARR en un an, ben en fait, ça veut dire que t'as compris un élément de départ que tu as extrêmement bien exécuté. Mais sur l'année, tout est allé tellement vite qu'en fait, je sais pas à quel point tu as eu autant d'enseignements. Tu vois qu'une boîte qui va un peu plus lentement, qui galère, qui essaye autre chose, qui regalère, qui réessaye autre chose, etc. Donc nous, on n'est pas dans la trajectoire 0, 100 millions d'AR en un an.
Euh, mais par contre, je trouve ça exceptionnel, quoi. Enfin, je pense que ça démontre vraiment une capacité à identifier un besoin marché extrêmement précis et à l'exécuter. Enfin, je suis très admiratif. Ouais, ça pose peut-être des... Enfin, je suis d'accord avec toi, évidemment, ça peut pas être appliqué à toutes les industries et ça restera des ovnis, en tout cas à ce niveau-là, ça restera exceptionnel. Mais ça pose quand même des questions, je pense, qui sont applicables à à toutes les entreprises tech sur les jobs et le fait d'avoir des équipes réduites avec des profils qui font plus de choses qu'avant. Ne serait-ce qu'à notre échelle, on a eu beaucoup de demandes récemment de UI qui faisait en même temps du front-end, profil product qui pouvait également designer. Donc ouais, il y a de plus en plus de besoins de profils polyvalents qui sont capables de tout faire, qui ont évidemment une major et une dominante sur leur expertise cœur, mais qui sont capables aussi, en se servant justement de tous ces outils-là, d'aller faire d'autres choses. Comment toi, tu vois ces choses-là, maintenant que vous êtes une entreprise qui a quand même une grosse connotation IA, est-ce que toi aussi, tu t'élargis un peu la fiche de poste de tes équipes partant du principe que justement ils peuvent se faire de plus en plus aider par ces outils, ou est-ce que c'est quelque chose que tu penses élargir? Surtout que tu viens du monde du produit à la base, donc hyper intéressant d'avoir ta vision sur quel est finalement le futur d'une équipe product tech et des métiers product tech, quoi. C'est intéressant. Et effectivement, c'est vrai que c'est une partie de ta question que j'avais omis. C'est certain que les gains de productivité, ils vont avoir des impacts. Donc, bah, nous, chez nos clients, mais aussi chez nous. Parce que c'est vrai que si demain, ton ingé, il est 10, 20 fois, 20% plus efficace avec un curseur, par exemple, bah, la question se pose de, en fait, soit, bah, lui, en fait, il va être capable de faire plus, ou alors j'ai peut-être besoin de recruter une personne de moins dans mon équipe. Donc c'est sûr qu'en fait, ça va avoir des impacts sur les organisations. Donc soit tu te dis, mon plan de recrutement, il évolue pas. Par contre, je vais pouvoir faire plus vite. Donc trop bien, tu vas aller plus loin en un même laps de temps. Ou soit, en fait, tu vas avoir une approche un peu plus conservatrice qui est, j'ai besoin de recruter finalement un peu moins de personnes. Donc je suis d'accord avec toi sur ce point-là, qui est de se dire, en fait, ce qu'on faisait avec X personnes il y a 5 ans, tu vois, peut-être que dans 5 ans, on le fera avec 2 fois moins de personnes. Ça, c'est fort probable, tu vois. Et justement, bah, l'IA, elle va en fait permettre ça. Et on le voit, tu vois, ça commence en plus sur des cas d'usage très basiques, et on commence à arriver en plus sur des tâches beaucoup plus complexes qui sont au cœur du job de tout le monde. Donc aucun doute pour moi, en tout cas, sur ce point-là, de se dire qu'on va avoir des équipes plus réduites à l'avenir. Et après, Ouais, les multidisciplinaires, ça, c'est un bon point. Est-ce que demain, tes PM feront du design? Euh, Peut-être qu'en fait, demain, tes PM seront capables d'avoir des premiers prototypes, tu vois, challengeables en autonomie. Mais je me dis quand même que, tu vois, aujourd'hui, la valeur de tes équipes design, elle est quand même dans l'échange avec le client, la perception, l'interprétation de chaque individu. Et ça, aujourd'hui, j'ai du mal à l'intégrer, tu vois, dans l'équation sans, euh, sans mettre justement le product designer aussi au cœur de ce process-là, tu vois. Si on reprend ton exemple de designer un peu full stack ou PM un peu full stack. Mais c'est sûr, tu vas avoir un overlap, tu vois. Ça va être intéressant. Peut-être que tu vas avoir, en fait, un profil produit un peu plus, enfin, au lieu d'avoir product manager d'un côté, product designer de l'autre, peut-être que tu vas avoir, en fait, différents profils produits avec certains une coloration un peu plus PM, mais qui ont, tu vois, des capacités à faire un peu de design justement parce que l'IA va les assister là-dedans. Et de l'autre côté, peut-être que tu as des gens un peu plus colorés design qui vont se rapprocher du produit pour les mêmes raisons. ouais, bah, je pense pas qu'on allait voir ce shift si rapidement, mais c'est déjà visiblement dans certaines organisations en train de se passer avec des profils qui élargissent un peu leur palette de compétences en se servant d'outils qui peuvent venir les alimenter. Donc, hyper intéressant de voir ce que ça va donner à l'avenir. Et peut-être dernière question, ça m'intéresse d'avoir ta vision là-dessus. Euh, il y a aujourd'hui, quand on choisit, quand on veut intégrer l'IA dans son entreprise, trois manières de le faire. Soit on le fait en interne, soit on prend une plateforme qui a des agents assez horizontaux. En France, on a beaucoup vu Dust, Twin et pas mal d'autres, Converso aussi. Ou alors il y a une troisième option qui est de prendre un agent
verticalisé qui s'adresse à une problématique, comme vous, qui vous adressez à la problématique des contrats. Euh, c'est quoi, toi, pour toi, la différence entre les trois approches et quand est-ce que c'est pertinent de privilégier l'une ou l'autre de ces approches? Ce que je pense là-dessus, c'est, moi, je pense très sincèrement qu'en fait, l'horizontal et le vertical vont être assez complémentaires. En fait, j'ai la sensation que si tu as besoin d'aller très loin dans un use case très précis, tu vois, si je prends chez nous justement, avoir un contrat qui est complètement révisé pour moi sur la base de mes habitudes de négociation, bah ça en fait, c'est des outils comme nous, verticalisés, qui vont être capables de t'amener les résultats les plus probants. Et que en complément, en fait, les agents plus horizontaux, eux, ils vont être très bons pour aller connecter en fait les cas d'usage sur différentes équipes. Et que tu vois qu'avec un Dust, tu vas pouvoir connecter un Tomorrow à un autre de tes outils pour venir en fait aujourd'hui compléter un peu un vide dans ton organisation au global. Tu vois, aujourd'hui, moi, je le vois un petit peu comme ça. Et j'ai la sensation que chacun a son rôle à jouer pour venir soit rendre des individus beaucoup plus efficaces, donc avec la verticalisation, ou soit rendre l'organisation et la manière dont tout s'organise plus efficace avec des outils plus horizontaux comme tu citais Test par exemple. Hyper intéressant. Super. Eh ben écoute, merci beaucoup Antoine. C'était un plaisir d'échanger avec toi et d'avoir justement tout ton retour sur le parcours de Tomorrow. Et puis bravo aussi pour la croissance folle là que vous avez depuis quelques mois maintenant. C'est assez génial.